Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Vous avez décidé de mettre le cap sur les élections municipales parce que vous avez la volonté d'accéder au pouvoir et pour vous, les élections municipales constitueront le premier marchepied. On va parler de tout ça avec vous, le positionnement du FN, comment vous pouvez espérer arriver au pouvoir. Mais auparavant, il y a l'actualité et donc j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet. Et je vous propose d'écouter ce qu'a dit ce matin François Hollande lors de son étape à Beyrouth, au Liban. Et la France ne ménagera aucun effort pour garantir au Liban son indépendance, sa sécurité et son unité. Je compte une nouvelle fois rappeler à tous ceux qui pourraient avoir quelque intérêt à déstabiliser le Liban que la France s'y opposera de toutes ses forces. C'est un avertissement clair à la Syrie. Oui, enfin, rien de ce que dit François Hollande n'est jamais tout à fait clair. Vous savez bien que le Liban est un très vieil ami de la France. Par conséquent, émettre le désir de voir perdurer sa stabilité et condamner ceux qui tenteraient de le déstabiliser est une chose. S'engager à garantir la souveraineté du Liban, je ne crois pas que la France en ait la possibilité. Je pense d'ailleurs que les Libanais sont parfaitement capables de déterminer ce qui est bon pour eux, pour protéger leur sécurité et leur indépendance. Mais il faut quand même être conscient que derrière ces belles paroles, il y a tout de même un constat que l'on ne fait pas. C'est quelle a été la conséquence sur la déstabilisation de toute une série de pays, de l'intervention que la France a mise en œuvre en Libye, à la demande de l'UMP, soutenue par le Parti socialiste. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que l'intervention en Libye a été un phénomène profondément déstabilisant pour un certain nombre de pays voisins. Chaque géopoliticien sérieux le dit aujourd'hui de manière très claire, que ce soit les conséquences sur le Liban, que ce soit les conséquences sur la Syrie, que ce soit les conséquences peut-être demain déjà sur le Mali, mais aussi peut-être demain sur la Jordanie, peut-être sur Israël. Et je pense d'ailleurs que ces difficultés ont probablement été à l'ordre du jour des discussions entre M. Hollande et M. Netanyahou. Marine Le Pen, quel est votre choix? Il y a une aspiration à la démocratie dans les populations arabes, avec effectivement, c'est vrai, un risque de dérive islamisante lorsque les révolutions ont abouti. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on doit maintenir au pouvoir, aider à se maintenir au pouvoir des dictateurs sanguinaires? A-t-on à faire l'un ou l'autre? J'ai envie de vous dire, doit-on s'ingérer en toutes circonstances dans tous les pays du monde? Au motif de quoi d'ailleurs? Nous sommes les gendarmes du monde, nous sommes des parangons de démocratie qui pouvons donner des leçons aux uns ou aux autres. Ce que je vois en tout cas, c'est que l'erreur qui a été faite, ça a été d'armer des soi-disant rebelles gentils. Ils étaient tout gentils. On nous expliquait qu'il y avait d'un côté les très très méchants et de l'autre côté les rebelles qui sont toujours très très gentils. Il n'y a qu'un malheur, c'est que dans ces rebelles très très gentils, il y avait une grande partie d'islamistes. Il y avait une grande partie de djihadistes et que nous les avons armés. Qu'un certain nombre de nos alliés, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les ont financés et continuent aujourd'hui à les armer. Que la première chose qu'ont fait les gentils rebelles en Libye, ça a été d'arriver au pouvoir et d'appliquer immédiatement la charia. La charia étant, et ça n'est plus moi qui le dis, pour une fois que je suis d'accord avec les communautés européennes, absolument incompatible avec tout processus démocratique. Dans ce contexte, est-ce que la France a raison de pousser à une intervention au Mali sous contrôle de l'ONU? Je pense que la France n'en a pas les moyens. Elle pousse à une intervention, elle ne veut pas intervenir elle-même. Oui, d'accord, oui, elle pousse les autres à le faire. Pour une fois que c'est nous qui poussons les autres à le faire, en règle générale, ce sont les autres qui nous poussent à le faire, comme ça a été le cas en Libye, puisque les Américains nous ont poussés à intervenir. Vous savez qu'au Mali, les fondamentalistes islamiques se battent avec, en réalité, nos armes.
c'est-à-dire avec les armes que nous avons livrées aux rebelles libyens. Vous voyez dans quelle situation nous nous mettons. Or, tout cela était prévisible. Et c'est en cela que je condamne vigoureusement la politique internationale qui a été menée par Nicolas Sarkozy. Non, mais maintenant, au Mali, il y a une situation. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est trop facile, monsieur Mazoll. Permettez-moi. Il faut bien agir en fonction de ce qui existe. Permettez-moi, c'est juste un tout petit peu facile de dire, ah ben voilà, écoutez, on a mis le feu, alors maintenant, ben, il faut éteindre. Bon, le mieux, c'est quand même d'éviter de mettre le feu. Or, quand on réitère les mêmes erreurs, ou en tout cas qu'on veut les réitérer, on a fait l'erreur en Libye, on veut la recommencer en Syrie. Alors, je pense qu'il faut surtout s'appuyer sur les pays voisins du Mali. Il faut faire confiance à la démocratie régionale. Voilà. Nous pouvons leur donner des conseils, nous pouvons leur apporter nos compétences dans un certain nombre de domaines, car nous en avons, mais je crois que c'est aux pays de la région de régler le problème du Mali. Alors, parmi les voisins du Mali, il y a l'Algérie. Il y a une certaine tension actuellement parce que, après que François Hollande a reconnu la répression du 17 octobre 1961, des responsables algériens demandent un acte de repentance à la France, et ceci avant le voyage du président de la République. Mais voyons, c'était prévisible. À partir du moment où M. Hollande mettait un genou à terre devant l'Algérie, l'Algérie, avec M. Bouteflika à sa tête, exigerait qu'il se mette à plat ventre. Il a reconnu simplement que des Algériens avaient été tués lors de manifestations. Non, il a reconnu des choses qui sont d'ailleurs historiquement absolument contestées depuis, révélées comme ayant été une manipulation médiatique de la part du FLN, dont je vous rappelle qu'à l'époque, il était en guerre contre la France. C'est-à-dire qu'il tuait des Français, il tuait des gendarmes français, il tuait des harkis, c'est-à-dire des musulmans français qui avaient choisi la France, et ce, non pas seulement sur le territoire de l'Algérie française, mais sur les territoires de la France hexagonale. Bon. Et il a reconnu des centaines et des centaines de morts, alors que tout ça, comme je l'ai dit, s'est révélé absolument bidon. Bon. Quoi qu'il en soit, l'Algérie aujourd'hui exige que François Hollande se mette à plat ventre et qu'il fasse le mea culpa du méchant colonisateur. Et au passage, d'ailleurs, l'Algérie n'éviterait pas, dans ces conditions, de réclamer, de nous poser l'addition financière, parce que derrière cela, il y a dans l'esprit de M. Bouteflika des histoires de gros sous. Avec l'Algérie, justement, cette demande de repentance, Gérard Longuet a réagi en faisant un bras d'honneur, et on assiste à un concours de bras d'honneur, parce que vous allez le voir, un responsable d'un parti politique algérien répond exactement par la réciprocité, dit-il, en faisant un bras d'honneur à l'endroit de Gérard Longuet. Un journal algérien disait: on envoie 37 millions, c'est 37 millions d'Algériens, 37 millions de bras d'honneur à Gérard Longuet. Sur quelle base on peut se réconcilier avec l'Algérie? Ah ben on ne peut, à mon avis, on ne peut pas se réconcilier avec les réclamations qui sont faites par M. Bouteflika. Parce que il a, à l'égard de la France, un discours systématiquement absolument insultant, très excessif. Et je ne vous cache pas qu'en voyant le bras d'honneur de M. Longuet, je me suis dit enfin un peu de franchise et de spontanéité dans la vie politique. Oh, je ne le ferai pas, parce que je suis une femme peut-être. Mais j'ai regardé ça avec un peu de soulagement. Je me suis dit qu'il y a quand même quelques responsables politiques hors du Front National qui ont de temps en temps le courage de leurs opinions, même si M. Longuet ne savait pas qu'il était à l'antenne. Mais enfin, en l'occurrence, il m'a fait plaisir. Mais dites-moi, il y a une question quand même qu'on ne pose pas à l'Algérie. Qu'avez-vous fait de votre indépendance ? Parce qu'enfin, vous avez lutté pour votre indépendance. Expliquez-nous pourquoi des millions d'Algériens ont, depuis l'indépendance, et je ne parle pas bien entendu des harkis qui étaient français, des millions d'Algériens sont venus en France depuis l'indépendance. Pourquoi? À partir du moment où ils ont l'indépendance, mais écoutez, qu'ils construisent leur pays, qu'ils nous montrent ce que l'on aurait dû faire et que l'on n'a pas fait. Bon, la réalité, c'est que l'Algérie aujourd'hui, c'est la censure, c'est l'absence de démocratie, ce sont des exactions, c'est le chômage de masse, c'est la pauvreté de masse. Alors nous n'avons pas de leçons à recevoir de M. Bouteflika. Dans l'actualité qui agite les Français, et notamment le Pays Basque, il y a l'extradition d'une jeune Française, Aurore Martin, qui était une militante de Batasuna. Alors c'est un peu compliqué parce que Batasuna est un parti autorisé en France.
France, interdit en Espagne. Elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Emmanuel Valls, aujourd'hui, explique dans les colonnes de Sud-Ouest qu'il n'a fait qu'appliquer une décision de justice consécutive à ce mandat d'arrêt européen. Et donc, elle encourt 15 ans de prison pour sa participation à Batasuna en Espagne. Monsieur, une fois de plus, nous voyons les limites de la perte de la souveraineté de la France. Parce qu'enfin, vous ne trouverez pas chez moi la moindre compréhension à l'égard du terrorisme, quel qu'il soit. Mais cette dame est française. Et dans l'histoire et dans la tradition française, on n'expulse pas nos nationaux. On ne donne pas à un pays étranger nos nationaux. S'ils doivent être jugés pour des actes répréhensibles, ils le sont en France par les tribunaux français. Et c'est parce qu'il existe ce scandale d'ailleurs du mandat européen qui pourrait demain poser des difficultés encore plus lourdes si l'on continue à s'y soumettre que M. Valls se retrouve dans cette situation aussi délicate. Et il dit qu'il n'a rien fait, qu'il n'a fait qu'appliquer une décision de justice. Oui, mais comme d'habitude, d'ailleurs, ils ne font que cela au gouvernement. Ils ne font que se soumettre à l'Union européenne, aux dictats de l'Union européenne, aux directives de l'Union européenne. Ils sont des sortes de gestionnaires. La France a donné son accord. Oui, c'est ça, ce sont des gestionnaires. À cette idée de mandat d'arrêt européen. Mais bien sûr, mais bien entendu, il n'y a qu'un malheur, il n'y a qu'au peuple qu'on n'a pas demandé son avis quand même sur ce sujet, voyez-vous. Et par conséquent, si demain on faisait un référendum, et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, sur ce que les Français veulent des relations entre la France et l'Union européenne, on serait probablement très étonné du résultat. Eh bien, à propos de référendum, quand on fait les sondages, le peuple français dit qu'il est encore à 58% favorable au mariage homosexuel. Vous êtes contre. Là, vous êtes en contradiction avec le peuple. Ah, parce que, alors, on arrête Non, tout. je sais pas, je vous pose la question. Parce que si les sondages servent en réalité de mesure, nous n'avons plus qu'à rentrer chez nous, et d'ailleurs y compris le gouvernement. On va mettre le 2-3 présidents d'instituts de sondage à diriger la France, et puis comme ça, les choses iront très bien. Faisons un référendum. Faisons un référendum sur des sujets tels que cela. Parce que moi, je me souviens, lorsqu'on a fait un sondage sur êtes-vous pour ou contre la Constitution européenne, 62% des Français étaient pour. D'ailleurs, toute la classe politique était pour, et toute la classe médiatique était pour, et toute la classe économique était pour. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'à partir du moment où on a fait un débat, il y a eu un référendum, il y a 55% des Français qui ont dit non. Une question encore, tiens, on va vous écouter. C'était à La Baule, une phrase courte, c'était au moment des universités d'été du Front National. Sachez-le, et votre présence nombreuse ce week-end me le confirme, le Front National est en train de se transformer en véritable machine de guerre. Machine de guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Machine de guerre politique, oui, c'est-à-dire qu'il se met en ordre de bataille, et notamment pour des élections qui sont fondamentales, qui sont les élections municipales. Les élections municipales, ce sont des élections de proximité, ce sont des élections on va en parler dans un instant, locales, des élections municipales. Et il m'apparaît que dans la route d'accession au pouvoir du Front National, il serait, je crois, très dangereux de faire l'impasse sur cet enjeu essentiel, pour les Français d'ailleurs, que sont les élections municipales. Eh bien, on va marquer une pause et puis on va passer à la deuxième séquence qui va être précisément l'objet de cette conversation et de cette interview sur les élections municipales et vos ambitions à cette occasion.